Le monde, comme toujours, focalise son attention sur les guerres. Pour certains, c'est la guerre en Iran. Pour d'autres, la journée commence par les nouvelles sur l'Ukraine, et pendant ce temps, il y a dans le monde une guerre dont l'importance se rapproche considérablement de tout ce que nous voyons à la télévision. C'est une guerre des systèmes, une guerre d'idéologie, ou plus simplement, une guerre pour savoir qui contrôlera nos vies et nos biens. Nous-mêmes, ou quelqu'un qui par force ou tromperie s'impose sur un trône ou en réunion et décide pour nous. Il décide de notre destin et de notre vie à notre place. Une guerre absolument impitoyable est en cours, et pour elle, les peuples sont jetés dans la souffrance et la mort. Pour ce contrôle, l'une des batailles les plus féroces et les plus importantes pour notre avenir se déroule à New York, à Washington et en Californie. Là-bas, d'immenses pans de la population sont devenus dépendants des subventions et des aides. Mais d'abord, le résumé. Aujourd'hui, c'est le 22e jour de l'opération militaire américano-israélienne Epic Fury. Le conflit s'intensifie, nouvelles frappes, victimes, menaces des deux côtés. Les gardiens de la révolution islamique annoncent des frappes en Israël et aux Émirats. C'est déjà plus de la 60e vague d'attaques de missiles. L'attaque iranienne a frappé le quartier de la vieille ville à Jérusalem. Donc les Iraniens, personne au monde n'aurait pu imaginer cela. Ils ont tiré sur l'un des lieux les plus sacrés au monde. Pour qui ? Pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans. Pour eux-mêmes, ils ont tiré là où se trouve la mosquée Al-Aqsa. Là où Mohammed s'est monté au ciel. Là où Abraham, sur l'ordre de Dieu, s'apprêtait à sacrifier son propre fils. Avant cela, c'était l'endroit précis où Dieu créa le premier homme. Autrement dit, les Iraniens visaient la pierre angulaire de notre civilisation. Peu leur importait que ce soit aussi un lieu sacré pour leur propre religion. Comme vous pouvez le voir, un puissant missile balistique iranien a percé les anciennes murailles de Jérusalem, détruisant complètement l'un des murs les plus anciens connus depuis l'Antiquité. Le corsaire a été vu à plusieurs moments au port Ben Gourion, près de Tel Aviv, où 2 personnes ont péri. Hier, Israël a éliminé le chef du CGRI, Gholam Reza Soleimani, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale, Ali Larijani. C'est probablement le 2e responsable iranien le plus important après Khamenei. Trump a qualifié les alliés de « une bande ». Il a traité l'OTAN de lâche pour son refus d'aider à assurer la sécurité du détroit d'Ormuz. Netanyahou a déclaré qu'Israël écouterait l'appel de Trump et cesserait de frapper les installations énergétiques iraniennes. Selon lui, l'Iran est privé de la possibilité d'enrichir de l'uranium et de produire des missiles balistiques. Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba, ne communique que par des textes et des déclarations sans vidéo. Et soudain, un message lu à voix haute prétendument de lui est apparu. Mais pour l'instant, personne ne sait si c'est une création de l'intelligence artificielle, un simple faux ou s'il s'agit vraiment de lui. Des milliers de Marines américains de San Diego ont été envoyés vers le Moyen-Orient. 4500 personnes supplémentaires, plus de 1000 personnes ont été tuées au Liban. Plus de 20% de la population a été déplacée. La guerre fait rage dans ce pays autrefois appelé le Paris du Moyen-Orient. Enfin, peut-être pas dans tout le pays, mais dans la capitale, Beyrouth. Mais tout de même, le Paris du Moyen-Orient. La Russie et l'Ukraine. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé, je crois, 6 frappes groupées massives contre des cibles du complexe militaro-industriel, de l'énergie et des transports. La Russie et l'Ukraine. C'est seulement pour la semaine dernière. Le ministère de la Défense a annoncé des frappes massives sur la RPD et la région de Soumy. Les pertes des forces armées ukrainiennes, selon la partie russe, dépassent 9000 militaires éliminés. Le retard dans les négociations de paix, l'intensité des frappes réciproques sur les installations énergétiques et les transports. La Russie et l'Ukraine. L'Union européenne, le commissaire de l'Union européenne, mon Dieu, le commissaire. Le ministère de la Défense, ils en ont un comme ça ici. Marta Koza a annoncé que d'autres sont ouverts pour Kiev, comme elle l'a dit, tous les 6 clusters de négociation.
Je pense donc que cela signifie 6 frappes sur les cibles là-bas. La Hongrie, d'ailleurs, a bloqué pour la 3e fois le crédit de l'Union européenne. 90 миллиардов евро. Russie-Ukraine. Le ministère des poursuites judiciaires d'Orban, parce qu'il ne veut pas prêter de l'argent, a annoncé, selon moi, 6 conflits massifs avec la Russie. Le processus de paix est bien sûr au point mort. La guerre au Moyen-Orient a relégué l'Ukraine au second plan dans les journaux européens. Совещаний. По данным политика, Украина главной темой на встречах, да. La Russie et l'Ukraine. Le ministère a signalé une attaque massive, je crois, contre 6 sites du complexe militaro-industriel en Russie. La question est de savoir si l'Amérique va défendre l'Europe. Et il semble qu'ils aient eux-mêmes provoqué la réponse, et donc non, elle ne le fera pas. Eh bien, et probablement le dernier sujet, c'est le secteur pétrolier et énergétique. La fermeture du détroit d'Ormuz, c'est le plus grand bruit pétrolier pour le transport. La Russie, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, et par jour cela représente 20% de la consommation mondiale. Les prix de l'essence aux États-Unis augmentent. D'une hausse massive de près de 30%, 3,79 $, le gallon en moyenne dans le pays, et le diesel a dépassé les 5 $. Selon moi, la dernière fois, c'était lors de 6 frappes. Le kérosène d'aviation a bondi de 83% en un mois, donc tous les billets vont devenir plus chers. L'Arabie Saoudite avertit d'une possible flambée du prix du pétrole jusqu'à 180. La Russie, l'Ukraine. 180 $ le baril, il y a peu, c'était 70-60. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé, selon moi, des frappes massives. Et selon Borrell, l'inflation aux États-Unis atteindra 5% au deuxième trimestre de l'année 26. Ce n'est pas très bon pour nos élections en novembre. Les pays du Golfe Persique s'organisent pour commencer à aider l'Amérique et Israël dans leur lutte contre l'Iran. Personnellement, je pense que l'attaque contre la mosquée Al-Aqsa leur donnera la certitude que la lutte contre l'Iran est une cause juste. Ces guerres, elles sont apparemment sanglantes, mais il y a des guerres encore plus sanglantes, mais invisibles. Par exemple, la guerre au Sénat, c'est un exemple. Eh bien, que se passera-t-il si Russie-Ukraine? Le ministère a signalé, selon moi, 6 frappes sur des sites énergétiques et des transports. La Russie et bien sûr les États-Unis et l'Europe vont se disperser, et les euromoutons feront ce que l'Ukraine a fait toutes les années de 1990 à 1922. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé une attaque massive, selon moi, dans 6 frappes sur des sites militaro-industriels, énergétiques et de transport. Russie-Ukraine. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé une attaque massive, selon moi, contre des sites en Israël. Et une grande guerre au Moyen-Orient avec la participation, bien sûr, de la Chine, de la Russie et peut-être même de la Corée du Nord. Et que se passera-t-il si les démocrates remportent le Sénat? Russie, Ukraine. Le ministère de la Défense a frappé massivement, je crois 6 sites du complexe militaro-industriel du secteur énergétique. La Russie, et en 2026, au Congrès et au Sénat, ce seront les démocrates qui seront au pouvoir. S'ils peuvent tricher, ils tricheront. En 2028, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé, je crois, des frappes massives contre des sites du complexe militaro-industriel, du secteur énergétique, et tout le Congrès fait tout pour que Trump n'obtienne absolument aucun résultat. Et ils feront beaucoup pour l'arrêter. Des milliers de milliards, après l'arrivée de Gavin Newsom à la Maison-Blanche, seront à nouveau dépensés pour changer de cap. La Russie et l'Ukraine. L'Europe sombre dans un socialisme pur et dur. Ministère de la liberté d'expression, de réunion, de la liberté de commerce. Ils donnent tout l'argent possible à l'accord de Paris pour que leurs dirigeants puissent le détourner. La Fédération de Russie a annoncé une attaque massive, je crois, avec 6 frappes sur des cibles au Liban, comme en ce moment, avec des combats entre musulmans et la police. ATEC, transport. Ukraine. Le ministère a annoncé des frappes contre le complexe militaro-industriel et les transports. Le parti Russie instaure un système à parti unique aux États-Unis et, suivant l'exemple européen, a annoncé, je crois, des frappes massives contre Pau.
On peut insulter, enfin sauf les blancs, bien sûr, eux on peut les insulter, surtout les hommes blancs, surtout les juifs. On interdit aux juifs d'étudier dans les universités, en se basant sur le fait que ce n'est pas sûr pour eux, c'est-à-dire qu'on s'inquiète pour vous. Plusieurs États tentent la sécession, mais ils dépendent du transport. Russie, Ukraine. J'aurais agi pareil. La statue de Lincoln est encore chaque nuit couverte de gouttes de sang. De mon point de vue, le ministère haut. Mais je pense que c'est suffisant pour comprendre que les conséquences du refus, à mon avis, de la loi sur le vote aux États-Unis dépassent en importance tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, même en incluant Russie, Ukraine. Le ministère de la Défense a annoncé une attaque massive. Dans 6 frappes contre ce projet de loi, ce n'est pas encore une loi, c'est un projet de loi, du sénateur Mike Lee. C'est intéressant, un petit nombre, littéralement une poignée d'États, ont autorisé les non-citoyens à voter, généralement lors des élections locales. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi certains pourraient considérer cela comme une bonne idée, mais c'est néanmoins leur prérogative, puisque ce sont ces États et leurs subdivisions politiques qui prennent ce genre de décision. Mais au niveau fédéral, ce n'est pas le cas et cela ne devrait jamais l'être. Mais dès que, dans ces juridictions, des personnes commencent à s'inscrire pour voter à ces élections spécifiques, encore une fois généralement locales, en tant que non-citoyens, cela soulève toutes sortes de questions. Après leur inscription, que se passe-t-il? Existe-t-il dans ces juridictions un mécanisme permettant de s'assurer que ceux qui sont autorisés à voter à n'importe quelle élection locale ne puissent pas, d'une manière ou d'une autre, utiliser le même fichier d'inscription des électeurs pour voter également aux élections fédérales? Les États qui le permettent et le font se trouvent clairement parmi les juridictions locales. Cela ne fait pas partie des accords fondés sur des protocoles d'accord avec les autorités du ministère de la Sécurité intérieure et d'autres agences fédérales impliquées dans ce processus. Ils ne partagent pas leurs informations, ils n'ouvrent pas leurs documents pour que les autorités fédérales puissent les vérifier et s'assurer que ces personnes sont retirées de la liste des électeurs autorisés à voter lors des élections fédérales. La loi SAV renforcera la sécurité électorale en exigeant une preuve de citoyenneté à l'inscription et une pièce d'identité avec photo pour voter. Que font les démocrates ? Ils permettent aux immigrés illégaux de voter aux élections locales pour des candidats locaux. Ils disent « Ils vivent ici, vous, les fédéraux. Cela ne vous concerne pas. Ils ne voteront qu'à nos élections, pas aux vôtres. Ils n'ont pas de bulletins séparés, ce sont les mêmes. Et les clandestins doivent voter pour les candidats locaux en laissant la section avec les candidats fédéraux vierge, vide. Mais personne ne les contrôle. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité de voter à ceux qui n'ont pas le droit de voter. Nos collègues démocrates ont insisté avec persévérance sur le fait que ce n'était pas nécessaire. Ils insistent sur le fait que ce n'est pas nécessaire, parce que, après tout, il est déjà interdit aux non-citoyens de voter aux élections fédérales. C'est un peu comme dire qu'il n'est pas nécessaire d'imposer aux magasins d'alcool de vérifier les papiers pour s'assurer qu'ils ne vendent pas d'alcool aux enfants, parce qu'après tout, c'est déjà illégal. Quand est-ce que cela a du sens de faire ce genre de choses? Fais confiance, mais vérifie, parce que si tu ne le fais pas, tu ne sauras même pas qui pourrait enfreindre la loi. Et c'est l'un de ces domaines. Aujourd'hui, l'un de nos collègues de l'Oregon, le sénateur Jeff Merkley, a dit que la loi SAV, et je cite, plante un couteau dans le cœur battant de notre démocratie. Vraiment? Eh bien, pour moi, c'est une nouvelle. Tout d'abord, c'est une nouvelle pour moi que, compte tenu d'un choix politique soutenu par environ 80% du peuple américain, l'inscription de cela dans la loi, je ne comprends pas comment cela pourrait porter un coup au cœur même de la démocratie. Selon les sondages, 83% de la population soutient ce projet de loi, mais les démocrates, non, je parle des élus démocrates, disent que cette loi est antidémocratique. Autrement dit, ils disent que 83% de l'électorat est stupide, alors que les démocrates élus sont intelligents. Et qu'ils vont faire cela, c'est-à-dire qu'ils vont voter contre cette loi. Absolument. C'est absolument à l'opposé de ce que le peuple exige. Parce que
Parce que c'est ça, la démocratie, quand ils votent pour ce qu'ils veulent et non pour ce que veulent les gens qui les ont envoyés au Congrès ou au Sénat. Et celui qui n'est pas avec eux est contre la démocratie. C'est un tyran et un fou. La loi SAVE incarne le mantra souvent utilisé ici et ailleurs. Il faut que voter soit facile et que tricher soit difficile. Il faut avoir les deux. Si l'on néglige l'un d'eux, des problèmes surgiront. Si vous privilégiez le premier en évitant le second, vous réussirez en réalité à faciliter le vote. Mais cela trahit et dénature en quelque sorte tout le sens de la tenue d'élections libres et équitables, et les rend impossibles. Écoutez, je pense qu'il n'y a qu'une seule raison valable de s'y opposer. Je n'ai pas encore entendu un seul argument solide contre ce projet de loi, et c'est là que la question se pose. Veulent-ils vraiment autant simplifier le vote ? Sont-ils prêts, ou même enthousiastes, à simplement faciliter la fraude ? Jusqu'à présent, les députés démocrates se sont principalement concentrés sur des arguments qui sont à la fois infondés et reposent sur des déformations flagrantes du droit législatif lui-même. Cela inclut, et en particulier, le texte qui commence à la page 12, ligne 22 et qui se poursuit à la page suivante. Ouf, en assouplissant les exigences en matière de documents pour prouver la citoyenneté, au point que c'est encore plus facile que de remplir le formulaire I-9 lors de l'embauche à un nouvel emploi, où vous êtes obligé de prouver votre citoyenneté si vous êtes américain. Si vous n'êtes pas citoyen américain, un visa prouvant votre droit au travail est nécessaire. Nous simplifions cette démarche. Nous rendons cela tellement simple, en fait, que même si tous vos documents de citoyenneté ont disparu parce que votre maison a brûlé, que votre chien les a mangés, que votre tante folle match est venue, les a volés et les a emmenés à la décharge pour une raison inexplicable, ou peut-être que vous ne les avez jamais eus. Vous pouvez toujours vous adresser à un fonctionnaire électoral, témoigner sous serment, en décrivant simplement les faits essentiels à l'appui de votre demande de citoyenneté. Que ce soit quand et où vous êtes né et de qui. Si vous êtes citoyen de naissance, ayant obtenu le droit à la citoyenneté en raison des circonstances entourant votre venue au monde, ou si vous êtes un citoyen naturalisé, où, quand et de quelle manière vous l'êtes devenu, ainsi que la date exacte ou approximative de votre naturalisation. Cela simplifie incroyablement les choses et transfère la responsabilité à l'État si vous faites partie de ceux à qui il manque une partie des documents, ou même tous. Ils l'ignorent. Beaucoup de leurs autres documents se résument à une combinaison de divers éléments. C'est raciste et sexiste, ça vous dit quelque chose, vous l'avez déjà entendu. Très souvent, quand cela surgit, c'est dans un contexte comme celui-ci où les deux arguments sont des fausses pistes. Ces deux arguments sont enracinés dans des suppositions qui sont elles-mêmes racistes et misogynes et servent de couverture à autre chose. Pourquoi affirment-ils cela alors que c'est si clairement inapplicable ? On ne peut concilier cela avec le texte du projet de loi pour avancer une telle accusation. Que cache-t-il? Que tente-t-il de dissimuler? Qu'est-ce qui manque? À quel moment reviennent-ils toujours à cet argument, comme un chien à son vomi? Je ne peux rien imaginer de plus raciste ou misogyne que les arguments avancés, du moins pas dans ce domaine. On peut imaginer, mais il est difficile de trouver plus raciste ou misogyne que les suppositions derrière ces arguments. Alors, voyez-vous, présenter une pièce d'identité et une preuve de citoyenneté, c'est quelque chose que les Américains doivent faire tous les jours. Pour travailler, prendre l'avion, ouvrir un compte bancaire, s'inscrire à l'école, déneiger à New York, recevoir des prestations, obtenir des allocations pour anciens combattants, un permis de chasse ou de pêche, choisir une licence ou récupérer un médicament prescrit. Ou pour assister à la Convention nationale du Parti démocrate, où vous devez confirmer votre identité à l'aide d'une carte d'électeur. Et pour pouvoir enquêter et participer au Congrès, vous devez prouver votre droit d'y être et montrer que vous êtes délégué. Oui, ils font cela pour que, s'ils parlent de Jim Crow 2.0, cela s'applique aussi au Parti démocrate. Mike Lee a résumé toutes les déclarations, donc il y a des objections de la part du Parti démocrate. Je ne vois aucune objection qui aurait du sens. Alors comment peut-on parler sérieusement, discuter, débattre ? Tout ce qu'ils disent est exactement le contraire de ce qui est écrit dans la loi. C'est-à-dire qu'ils regardent et disent « Selon cette loi, il est impossible d'obtenir les documents, mais alors, qu'y a-t-il » Comme l'a dit Mike Lee, à la page 12 au point 20, il est écrit comment le faire et le faire gratuitement, de sorte que n'importe qui puisse appeler. Tu peux aller directement sur ce site web. En 2 mots, si tu n'as pas de documents, soit tu n'as pas le droit de voter, soit si tu as le droit de voter, alors c'est gratuit pour toi.
et en moins de 4 semaines, ils seront rétablis. Voici ce qui est écrit dans le texte lui-même, comme il l'a dit, page 12.2. Je me souviens du concept. S'il y a quelqu'un qui n'est pas citoyen des États-Unis et qui enfreint la loi sur les droits de vote. Et ensuite, nous pensons que seuls les citoyens des États-Unis devraient effectivement voter lors de nos élections. Vous savez quoi? Nous avons toujours des élections. Nous votons toujours. D'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, nous, les habitants de l'Oklahoma, partout dans le reste du pays, nous vérifions constamment l'identité. Nous vérifions toujours la citoyenneté lorsque nous le faisons. Nous proposons cette disposition raisonnable à tout le pays, déjà inscrite dans la loi. Adoptons simplement un décret exécutif. J'ai été secrétaire d'État de l'Ohio de 2011 à 2019. J'étais le principal responsable des élections dans l'Ohio. Je fais partie des rares au Congrès ayant déjà organisé des élections. Nous avons facilité le vote et rendu la fraude difficile dans l'Ohio. Et beaucoup de mes collègues à travers le pays ont fait la même chose. Et l'un des moyens par lesquels ils l'ont fait était l'utilisation d'une pièce d'identité avec photo. Et un autre moyen, c'est la bonne gestion des listes électorales. La pièce d'identité avec photo doit être une norme nationale. L'identification par photo est populaire auprès des Américains. Cela améliore l'intégrité des élections. Cela améliore également le déroulement des élections. Je veux que vous compreniez, d'un point de vue pratique, à quel point la tâche devient plus facile pour les membres des commissions électorales lorsqu'il existe une loi sur la pièce d'identité avec photo. Le jour des élections, il suffit de vous présenter devant l'agent du bureau de vote, qui peut être un voisin âgé ou un jeune. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Il suffit de présenter votre pièce d'identité avec photo, de passer la bande magnétique dans le lecteur, et boum, votre photo et vos informations s'affichent pour leur indiquer le bulletin à vous remettre. C'est aussi une amélioration dans l'administration des élections. Qu'est-ce qui ne leur plaît pas là-dedans? Est-ce que quelqu'un doute que seuls les citoyens doivent voter? Si vous voulez mon avis, tous les citoyens ne devraient pas forcément voter. D'abord, donc, peu importe, ce n'est pas important maintenant, mais théoriquement, seuls les citoyens ont le droit de vote. La citoyenneté doit être prouvée. On ne peut pas simplement dire « je viens, je suis citoyen » et entrer. Puis, il faut prouver ton identité. Ça semble être du bon sens. Mais vous, qu'en pensez-vous, hein? Essayez d'aller à la banque et de dire « donnez-moi de l'argent de ce compte-là ». On te demande des papiers, tu réponds « tu n'as pas honte ». Quoi, tu ne me fais pas confiance? Mais 100% des démocrates au Sénat, 100% des démocrates au Sénat ont justement peur de ce projet de loi. Et plus que toutes les autres lois, décrets, ordonnances et, je ne sais pas, règlements. La question est, pourquoi? Les républicains ont-ils raison? Et si la fraude électorale prospère aux États-Unis, alors la majorité des circonscriptions où l'écart est inférieur à 3%, moins de 3% en faveur des démocrates, passeront aux républicains. Et c'est tout. Une autre bataille se déroule dans les grandes villes industrielles des États-Unis. Et précisément dans celles où les démocrates tiennent les rênes depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir et ensuite, pour une raison quelconque, ils gagnent tout le temps. Aucune alternative, ils gagnent. Point final. Voilà. Seuls les démocrates ignorent pourquoi ils gagnent, n'est-ce pas? Donc, les gens aisés en ont assez d'être des vaches à lait. Et depuis de nombreuses années, ils rassemblent leurs affaires et leur argent et partent des États bleus pour aller dans les États dits rouges. Les États rouges désignent les États républicains comme le Texas ou la Floride. Kathy Hochul est la gouverneure de New York et maintenant elle supplie les New-Yorkais aisés de revenir. Ils ont perdu tellement de personnes riches dont les impôts leur sont extrêmement nécessaires pour financer leur gigantesque programme d'État. Et Kathy Hochul, qui autrefois se réjouissait du fait que ces gens soient partis, a maintenant besoin d'eux car elle a vraiment besoin de leur argent. Et je suis parfaitement consciente du fait qu'il me faut des personnes aisées pour soutenir ces généreux programmes sociaux que nous souhaitons mettre en place dans notre État. Je vais maintenant traduire dans un langage compréhensible. Nous avons besoin des riches pour pouvoir les ponctionner et distribuer des aumônes.
aux démunis et à ceux qui ont voté pour nous, car on leur avait promis ces aumônes, mais il n'y a plus de ressources pour les fournir. Voilà. Pour que vous ne pensiez pas que je prononce simplement de belles paroles, mesdames et messieurs. Donc la ville de New York. Disons 200 000 $, tu les reçois. Tu vis dans la ville de New York. Et tu donnes 65 000 $. Et en vivant à Miami, disons, oui, c'est l'État de Floride, tu donnes 50 000 $. C'est une différence notable, surtout que le logement, la nourriture et tout le reste coûtent bien plus cher à New York. Ceux qui partent sont principalement ce que nous appelons des personnes aisées, avec un revenu, disons, d'1 million de dollars par an ou plus. En réalité, ce sont 2% qui partent. Mais ces 2% sont précisément ceux qui assurent les recettes fiscales pour la ville et l'État. En vivant à New York, par exemple, et en gagnant 1 million de dollars par an, une famille ou une personne paie 450 000 $ d'impôts. À Miami, c'est 330 000. C'est une différence de 120 000 $. Mais ce n'est pas tout. À New York, pour un appartement à 1 million, ce n'est pas un logement de luxe à New York. Il faut payer 50 à 60 000 $ d'impôts fonciers. Et à Miami d'ailleurs, à Miami, 1 million c'est un logement de luxe, 21 850, mais c'est encore 30 à 35 000 $ d'économie. Et à New York, on s'attend à ce que ce soit pire, puis encore pire après. En Floride, on s'attend à une amélioration, puis à encore mieux. Où aimeriez-vous aller ? There are some patriotic millionaires who stepped up. Il y a quelques millionnaires patriotes qui ont répondu à l'appel. D'accord, faites-moi des chèques. Si vous voulez soutenir, la première étape serait peut-être d'aller à Palm Beach et voir qui vous pouvez ramener, car notre base fiscale a été affaiblie. Je n'ai donc aucun problème philosophique avec ça. C'est comme ça que je dois voir le fait que nous sommes en concurrence avec d'autres États. La concurrence avec d'autres États, de son point de vue, c'est mauvais. Et de mon point de vue, c'est formidable. Sinon, mesdames et messieurs, vous nous auriez tous étouffés. Si nous n'avions nulle part où aller. Mais auparavant, elle tenait un tout autre discours. Monte dans le bus et pars en Floride, là où est ta place. Allez, quitte la ville. Fiche le camp de la ville. C'est-à-dire qu'elle criait « Dégagez !» Eh bien, pour que ces idiots devant qui elle parlait crient « Ouais !» et pour qu'elle soit élue. Et maintenant, quand il n'y a plus d'argent et qu'il faut tenir ses promesses, elle dit soudain « J'espère qu'il y a des milliardaires patriotes. » Patriotes de quoi ? Patriotes du pillage ? Dégagez. Fiche le camp de la ville ! Fiche le camp de la ville ! Eh bien, évidemment, l'essentiel, c'est d'enflammer la foule qui crie joyeusement « Dégagez !» et on n'a pas besoin de votre argent. En réalité, ils se moquent de savoir qui elle va voler pour leur donner ce qu'elle a promis. C'est pour ça qu'ils votent pour elle. À Lugoon, ce sont des idiots, comme dans toutes les villes et villages. La foule est en délire. On leur a donné bière et sandwich. Elle est élue, plus personne n'a volé. Mais ne vous inquiétez pas. Elle trouvera qui et comment voler. Eh bien, si ce n'est pas ceux-là, ce sera d'autres, comme Mamdali. Il avait promis des riches, puis il a dit « Les riches, ce sont tous ceux qui ont de l'argent, vraiment ». Comme l'a fait remarquer Dave Rubin, l'essentiel, c'est que Cathy, la gouverneure, a dit « J'ai besoin des riches. J'ai besoin de leur argent. » Eh bien, pourquoi ? Encore une fois, il faut bien traire quelqu'un, n'est-ce pas ? Elle a raison, elle a besoin des riches, elle a besoin d'argent. Le leur. Note she says, I need high. Faites attention, elle dit « J'ai besoin d'un capital net élevé. Faites-moi des chèques pour nos programmes sociaux très généreux. » Oh, elle est très généreuse avec l'argent des autres. Il suffit de lui faire ses chèques. Mais au moins, elle est honnête. J'ai promis plein de choses aux fainéants, et il me faut dépouiller quelqu'un pour leur donner ce que j'ai promis. J'ai promis de donner de l'argent, mais évidemment pas le mien. Et maintenant, je cherche où trouver des idiots qui vont me filer plein de fric. Là. Et à quoi leur servent ces gens-là ? Comme disait Vladimir Vladimirovitch à l'époque, au Sovnarkom de Leningrad, à la mairie du conseil municipal de Leningrad. À quoi sert tout ce fric, ce pognon ? Eh bien, écoutez. Right now in New York City,
En ce moment, à New York, on dépense 81 000 $ pour chaque sans-abri. Rendez-vous compte. Oui, qu'ils vivent en sécurité. Ce serait différent s'il prouvait que cet argent aide les sans-abri à quitter la rue et à trouver du travail, mais rien ne l'indique. En fait, le nombre de sans-abri en ville ne cesse d'augmenter. Pensez-y, c'est complètement fou. Elle veut ces programmes généreux. Généreux. Eh bien, ils sont vraiment généreux. 81 000 $ pour chaque sans-abri. On pourrait penser qu'il y aurait moins de sans-abri et que cela fonctionnerait. Mais en fait, plus on investit d'argent, plus il y a de sans-abri. Bien sûr, à Los Angeles, on leur apporte de la nourriture, des boissons, des vêtements et, si vous insistez vraiment, même de la drogue. Évidemment, ceux qui apportent tout ça ne rendent de compte à personne. Et pour savoir combien ils ont donné aux sans-abri et combien ils ont vendu à leur clientèle, qu'ils se sont déjà constitués, bien sûr. Vous pensez qu'ils volent la moitié ou plus? Essayons de faire le point. Pendant que des guerres locales font rage, il se passe discrètement des choses qui vont déterminer le destin du monde. Ce n'est pas avec des armes, mais avec le droit de tricher aux élections. Ce n'est pas avec des chars, mais avec des taxes municipales sur les riches. Tant que ces taxes, après que les utilisateurs auront pris le pouvoir fédéral soi-disant, et qu'ils auront instauré ces taxes dans tout le pays pour qu'on ne puisse pas fuir d'un État à l'autre afin d'y échapper. Dès que cela arrivera, ce sera la fin du grand égoïsme. L'expérience appelée les États-Unis d'Amérique prendra fin. Responsabilité personnelle, individualisme et liberté. Mon chiot crie et hurle là-bas. Il veut qu'on le laisse entrer dans cette pièce. C'est pourquoi, même si certaines personnes n'aiment pas tout chez Donald Trump, personnellement, tout me convient honnêtement. Alors demandez-vous de quoi? Il essaie de nous sauver. C'est tout, mesdames et messieurs. À la prochaine.